Bonsoir, voici la seconde émission de ce feuilleton présidentiel 2012. Marine Le Pen, qui n'est pas à Paris parce qu'elle tient des meetings un peu partout en France, nous a délégué pour parler du Front National son directeur de campagne Florian Philippot. C'est un jeune homme, nouveau venu dans le combat politique auprès de Marine Le Pen, qui est à la fois ancien élève de l'ENA et de HEC. Il est donc une sorte de symbole du Front National de Marine Le Pen qui veut s'adresser à tous et pas seulement à l'électorat populaire de son père. On écoute Florian Philippot. Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Les problèmes d'immigration, les problèmes de sécurité sont quand même au cœur de la campagne de Marine Le Pen que vous représentez aujourd'hui. Je voulais vous demander, par rapport aux événements récents de Toulouse, est-ce que vous mettez au fond dans le même sac tous les musulmans ou est-ce qu'il y a un islam modéré que vous admettez et que vous supportez dans le pays, dans le paysage, et un islam radical, justement, à éradiquer? Bien évidemment, nous n'avons jamais mis l'ensemble des musulmans qui sont en France, qui sont français ou qui ne sont pas français d'ailleurs, dans le même sac. Il est évident qu'il y a beaucoup de Français musulmans qui sont parfaitement assimilés à notre pays. Il y a beaucoup de Français musulmans qui ne posent aucun problème, qui respectent la laïcité, parce que c'est bien ça le message de Marine Le Pen, c'est le respect de la loi de 1905 sur la laïcité. C'est ce que nous demandons. En revanche, il existe de manière certaine un problème qui a été longtemps et qui continue d'être sous-estimé, c'est le fondamentalisme islamique. Et il est évident que les drames de Toulouse reposent ce problème avec beaucoup d'acuité. On voit bien que s'est développé dans notre pays un fondamentalisme, un extrémisme qui n'a rien à voir avec un islam courant qui se serait bien assimilé à la République française, mais il faut évidemment traiter enfin ce problème. Ce fondamentalisme, où les gens connus pour faire le fondamentalisme sont quand même très limités en France. On sait le nombre de gens qui vont en Afghanistan, le nombre de gens qui en reviennent, c'est assez limité. On sait peut-être, effectivement, j'espère qu'on sait, mais on ne fait pas grand-chose. Parce que le drame de Toulouse, ça nous montre qu'il y a eu des défaillances, qu'il y a eu de très sérieuses et de très graves défaillances, notamment de la part d'un gouvernement qui avait beaucoup promis. Je rappelle que Sarkozy, en 2007, avait dit « je vais vider les caves de toutes les armes de guerre » et manifestement, l'assassin de Toulouse et de Montauban a utilisé des armes de guerre et s'est entraîné en Afghanistan. Ça pose vraiment de gros problèmes. On l'a retrouvé vite néanmoins, ce qui prouve qu'il était quand même sur des fiches, on l'a retrouvé vite, surveillé. Heureusement, et on s'en réjouit tous, mais il y a eu tout de même plusieurs morts, des militaires, des enfants. Voilà, c'est tout de même dramatique d'en être arrivé là, et cela prouve, parce que c'est tout de même la première fois dans notre pays qu'on a ce qu'on appelle un loup solitaire qui se réclame d'Al-Qaïda, qui agit et qui fait autant de victimes de manière aussi barbare. On voit bien qu'on a franchi un cran avec cet attentat, parce qu'il faut parler d'un attentat, de Toulouse et Montauban, et que, à force d'avoir nié le problème ou d'avoir fait des discours électoralistes sans lendemain, on n'a rien résolu sur le fond. C'est problématique. Sur la sécurité, donc vous mettez en cause quand même la sécurité. Qu'est-ce que vous changeriez? On a l'impression quand même que la sécurité, ça existe. Bon, ça n'est pas suffisant, dites-vous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le niveau de sécurité en France soit acceptable pour vous? Il y a deux problèmes. Il y a ces problèmes gravissimes liés au fondamentalisme. Et là, effectivement, il faut démanteler toutes les filières. Il faut savoir qui va s'entraîner en Afghanistan, en Pakistan, et les arrêter immédiatement. Il faut enfin vider les caves. Il faut surveiller les prêches, peut-être aussi dans certaines mosquées, dont on sait qu'elles sont radicales. Pour le problème de la sécurité plus généralement, et qui touche des millions de nos compatriotes chaque jour, il faut enfin faire preuve d'un peu plus de fermeté, parce que Nicolas Sarkozy, encore une fois, avait promis de rompre avec la culture du laxisme d'une certaine gauche bobo. En réalité, on trouve toujours des excuses pour le criminel et jamais pour la victime. La seule qui n'a pas de circonstances atténuantes, c'est la victime aujourd'hui en France. Alors il faut arrêter de saccager les forces de police et de gendarmerie. Je rappelle qu'on a supprimé 22 000 postes depuis 2005 sous Sarkozy. Il faut arrêter de fermer les commissariats et les gendarmeries. Il faut arrêter de ne pas appliquer les peines. Il faut enfin appliquer les peines et rétablir une vraie chaîne entre la police et la justice. Voilà des mesures de bon sens mais qui ne sont pas prises. Quand vous-même, quand le Front National génère des interrogations sur la viande halal, est-ce que ce n'est pas une façon
justement, après tout, les musulmans ont bien le droit de manger ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est pas une façon de stigmatiser quand même Non, je crois la qu'à ce moment-là, communauté tout on ne entière? peut plus rien dire. Si on Parce ne que peut la plus aborder... laïcité, je veux dire, la laïcité ne passe pas forcément par la consommation de la viande halal ou la Non, mais non-consommation. la consommation de la viande halal ou cachère, ça ne pose pas de problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que des consommateurs sont obligés de manger du halal sans le savoir. Sans C'est ça le apercevoir, problème. ouais. Ça pose des problèmes de protection des consommateurs. Ça pose un certain nombre de problèmes sanitaires qui émergent, qui vont émerger. Ça pose des problèmes en termes de laïcité. Parce que est-ce que les gens sont obligés de payer une taxe à des mosquées? C'est ce qu'ils font quand ils mangent halal sans le savoir. Voilà un certain nombre de problèmes qui ont été posés, qui n'ont pas été résolus. Et c'est à force de ne pas résoudre les problèmes qu'on crée la stigmatisation. C'est ça le problème. Et vous trouvez que la controverse sur la viande halal était du niveau d'une campagne présidentielle? Ou qu'elle était symbolique en quelque sorte? Il y a un certain nombre de problèmes très graves derrière ce débat sur la viande halal qui ne sont pas résolus encore une fois. Maintenant, ça n'est pas le sujet central de la campagne de Marine Le Pen qui aborde tous les problèmes, l'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité, la dette, mais aussi ces problèmes-là parce qu'il ne faut pas les nier. Il n'y a rien de pire en République que de nier les problèmes. Vous considérez qu'il faudrait, qu'il serait légitime et même nécessaire de sortir de l'euro et que l'euro, la sortie de l'euro est profondément tabou en France. Quel est votre plan? Comment est-ce que vous procéderiez? Vous êtes au pouvoir demain matin, vous êtes ministre des Finances, Marine Le Pen est présidente de la République. Qu'est-ce que vous faites? Ce que nous disons, c'est que le débat de l'euro en France, vous avez raison, il est tabou, contrairement à l'Allemagne. Et on voit bien que l'euro n'a pas tenu ses promesses de 2002. Il devait nous apporter la croissance, l'emploi, la prospérité, j'en passe et des meilleurs. Toute la gauche, toute la droite, tout le centre nous a dit ça. C'était des mensonges. On voit bien que c'est la zone euro qui est en train de tomber, que c'est la zone euro qui a le moins de croissance dans le monde depuis 10 ans, que tous les pays sont en train de tomber comme des dominos. La Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la France n'est pas épargnée. On est en train d'appliquer des plans d'austérité effroyables pour maintenir l'euro à tout prix, parce que c'est bien ça le but. Alors qu'est-ce que nous disons? Le but, c'est la solidarité, effectivement. Alors la solidarité avec les Grecs en réduisant leur salaire minimum de 50% en un an, excusez-moi, j'appelle pas ça de la solidarité, j'appelle ça du saccage social au nom d'un dogme et pour sauver des banques, parce que c'est ça la réalité. Ce que nous disons, c'est que la fin de l'euro, elle est inéluctable, ce n'est pas une monnaie viable et qu'il faut donc anticiper et préparer avec nos partenaires européens les choses plutôt que de les subir de manière désordonnée et chaotique. C'est ça que nous disons. Il ne faut pas par exemple jeter la Grèce hors de l'euro comme ça sans préparation. Il faut organiser les choses et pour cela il faut accepter le débat. Il faut accepter le débat qui existe dans les grandes entreprises, qui existe dans des pays étrangers, mais qui n'existe pas en France pour des raisons dogmatiques. Est-ce que la notion de la double monnaie vous paraît recevable? Enfin, une monnaie commune, puisqu'après tout l'erreur avait sans doute été selon vous de faire la monnaie unique, mais est-ce qu'une monnaie commune est envisageable avec une monnaie nationale pour les échanges intérieurs? Oui, on peut imaginer un scénario de monnaie commune du type écu, de ce qu'on a connu pendant longtemps, pour notamment les échanges internationaux. Maintenant, donc ça, vous n'êtes pas contre? Non, on n'est pas contre. Ça peut se mettre en place. Il y a des économistes qui disent que c'est un certain nombre d'avantages, d'autres qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais ça, c'est un vrai débat et c'est une question, je dirais, presque accessoire par rapport à la question essentielle de la monnaie unique, de l'euro. Effectivement, l'enjeu, c'est de retrouver la liberté monétaire pour l'utiliser comme une arme dans la mondialisation, parce qu'il y a des armes dans la mondialisation pour retrouver de la prospérité. Il y a le budget et il y a la monnaie. Le budget aussi est en train d'être mis sous tutelle. Sarkozy vient de signer un traité, un mécanisme européen de stabilité et un deuxième traité de discipline budgétaire qui nous mettent sous tutelle budgétaire, qui crée l'Europe allemande en quelque sorte, parce qu'on fait rentrer toutes les dispositions constitutionnelles allemandes dans les traités européens. Eh bien ça, c'est un vrai problème et nous regrettons encore une fois avec Marine Le Pen qu'il n'y ait pas de débat en France sur ce sujet parce que ni la gauche, ni la droite, ni le centre ne veulent ce débat parce qu'ils sont tous d'accord. C'est bien ça le vrai problème. L'ennemi, ce sont les banques? Ce serait un peu simple de dire ça. L'ennemi, ce ne sont pas les banques. L'ennemi, c'est un système qui a donné le pouvoir aux banques. C'est bien ça l'ennemi. L'ennemi, ce sont ces banques cupides, ces banques qui veulent de l'argent à tout prix. Et pour cela, il faut séparer bien évidemment les banques de dépôt dans lesquelles les épargnants ont leur compte et il faut les sanctuariser. Vous êtes d'accord avec François Hollande là? Je crois que c'est lui qui est venu qui est venu à nous sur ce sujet-là, parce qu'on dit ça depuis bien longtemps. Alors ces banques-là, il faut même les nationaliser temporairement, partiellement, si nécessaire. En revanche, les banques de spéculation, les banques d'affaires, qu'elles se débrouillent. Elles feront comme toutes les grandes entreprises, elles seront mises en liquidation judiciaire. Ce n'est pas un drame, l'Islande l'a fait, plutôt avec succès. Il ne faut pas les maintenir à tout prix, au prix de milliards d'euros qui coûtent aux Français. Ceci étant, est-ce que les banques sont responsables du système, vous le dites, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de
d'accroissement des problèmes par la mobilisation des banques, les prêts faits à taux faible et immédiatement rehaussés par les banques? Le problème, c'est cette collusion qui existe, on le sait bien, entre le pouvoir politique et le pouvoir bancaire. Quand on voit que le Goldman Sachs est en train de placer ses employés à la tête de l'Europe partout et à la tête de la Banque Centrale Européenne, quand on voit que les À la tête de l'Italie aussi. Exactement, et les conseillers bancaires sont souvent les conseillers des princes. Ce sont souvent les premiers conseillers, les plus écoutés. Là, il y a un certain nombre de problèmes. Le problème, ce sont les banques qui ne financent plus les PME, alors qu'on les a renflouées. Il faut donner des obligations de financement, évidemment, aux banques. Elles sont là pour financer l'économie réelle, pas pour jouer au casino. Il faut régler aussi ce problème de la privatisation de l'argent public. C'est-à-dire que, je m'explique, on a donné un monopole aux banques et aux marchés financiers pour prêter à l'État, à des taux d'intérêt élevés. Ça s'est fait dans les années 70 et ça a été renforcé par l'Union européenne. Eh bien, ça n'est pas normal parce qu'on paye des milliards et des milliards d'intérêts aux banques alors que la Banque de France devrait pouvoir prêter directement à l'État à taux d'intérêt nul, comme ça se faisait avant et comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays du monde. Parce que là, il y a une captation de l'argent public par des intérêts bancaires et ça n'est pas légitime. Quand on sort de l'euro, est-ce qu'il y a une dévaluation obligatoire, selon vous? L'intérêt Parce que c'est ce qu'on, comme vous savez, c'est ce qu'on reproche à une éventuelle sortie de l'euro. Ça crée une dévaluation et en même temps, ça ne permet pas de rembourser la dette parce que ça la multiplie. Alors moi, je vois d'abord que la dette, elle explose maintenant à cause de l'euro, parce qu'à force de multiplier les plans de renflouement de la Grèce, de l'Irlande, etc., il faut savoir que l'argent qu'on verse, il ne vient pas de nulle part. Il vient de la poche des Français et il alourdit la dette française. Poche des Allemands aussi, il faut dire. La poche des Allemands aussi, mais les Allemands râlent, parce que là-bas, il y a un débat, ils ont le droit de le dire. En France, c'est plus compliqué. On est vite diabolisé quand on en parle. Mais c'est vrai que ça a déjà coûté à la France, en dette publique, 60 milliards d'euros. Donc c'est ça le premier facteur de dette aujourd'hui, c'est l'euro. La crise de la dette, elle est dans la zone euro, elle est beaucoup plus dans la zone euro qu'ailleurs. La dette, elle monte à 1700 milliards d'euros. C'est pas comparable aux 180 milliards grecs ou aux 100 milliards grecs. Oui, mais pour une économie beaucoup plus grande, donc il faut regarder en prorata, en pourcentage. Mais c'est vrai que ce que nous disons, c'est que la dévaluation, elle aura un intérêt très important. Quand l'euro valait 40%... Donc au fond, vous ne la redoutez pas, vous la voulez, cette dévaluation. On la veut parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, l'euro est beaucoup trop fort, il plombe nos exportations, il plombe notre économie, on le sait bien. Des économistes disent que c'est un vêtement trop grand pour les uns, trop petit pour les autres. Le seul pays à qui le vêtement est adapté, c'est l'Allemagne. Ben, c'est ça, l'euro. L'euro n'est pas adapté à l'économie française et à toutes les économies du sud de l'Europe. Et c'est vrai que quand l'euro valait 40% de moins en l'an 2000, on avait 4% de croissance. Voilà la différence. Donc effectivement, il faut un euro moins fort et ce sera un peu d'oxygène pour notre économie, on en a bien besoin. Comment on renégocie les traités européens? On se rassoit autour de la table et on dit on sort? Est-ce que c'est possible ça? On ne sort pas, mais on remet à plat toutes les dispositions qui sont contraires à nos intérêts nationaux et aux intérêts de tous les peuples d'Europe. Je vous signale qu'une certaine Margaret Thatcher a su le faire dans les années 80. Hein. Il suffit de croire un peu en nous. On est quand même la cinquième. Voilà, exactement. On est la 5e puissance mondiale. On est la 2e puissance européenne et même la première en termes de superficie. Ayons confiance en nous, la France n'est pas un petit pays. Si on veut vraiment négocier nos intérêts nationaux, on en sera capable et on libérera aussi les autres peuples européens qui n'attendent que ça. Est-ce qu'on peut retourner au protectionnisme français? Au protectionnisme européen, peut-être, mais au protectionnisme français, comment on fait? Comment, matériellement, on organise le protectionnisme. Après tout, nous vendons beaucoup à l'étranger, donc peut-être qu'il y aurait des mesures de rétorsion. Est-ce que les mesures de rétorsion ne se retourneraient pas contre l'économie française? Le protectionnisme européen, c'est une douce utopie qu'on nous vend depuis 20 ans. C'est interdit par tous les traités que les mêmes qui nous promettent le protectionnisme signent. C'est interdit par la Commission. L'Allemagne n'en veut pas, ne le fera jamais, il n'y a pas intérêt. Donc ça, c'est vraiment de l'électoralisme. Nous non plus, nous n'y avons pas toujours intérêt. Écoutez, moi je crois que notre commerce extérieur et notre économie étaient beaucoup plus prospères quand nous avions des protections. C'est pas fermer les frontières. Le commerce extérieur, c'est pas la ligne Maginot, c'est pas mettre des barbelés, ça c'est la caricature. Non, c'est juste maîtriser ses frontières. On met des droits de douane modulables, on fait des quotas d'importation. On fait comme les pays d'Amérique du Sud en ce moment, l'Argentine, le Brésil, ils sont en train de mettre en place des droits de douane et pourtant ce sont des économies plus petites que la France. Voilà, on peut le faire, il faut le faire de manière intelligente et raisonnée avec les industriels pour réindustrialiser la France. C'est bien ça l'objectif. Tout de même, comment peut-on, il y a bien une crise, il faut bien lutter contre la crise, comment est-ce qu'on peut à la fois lutter contre la crise et demander d'augmenter les services publics, les crédits de la défense pour être plus indépendants, de rendre les soins médicaux accessibles à tous. Est-ce qu'on peut faire ça à la fois ou est-ce qu'il y a un compromis à faire, des éléments, des lignes directrices à trouver quand même?
Mais il y a deux choses. Nous voulons un plan de vigueur et non pas un plan de rigueur. Parce que plus on fait de la rigueur, moi je m'en rends compte dans tous les pays européens, plus on fait de la rigueur et de l'austérité, plus on plonge. On est dans une spirale de dépression, c'est épouvantable. On le voit bien en Grèce ou en Italie, ça ne marche pas. On l'a vu au Japon pendant des années, ça ne marche pas. Il faut un plan de vigueur. Mais pour cela, il faut faire à côté de ces dépenses nécessaires et de ces bonnes dépenses publiques, parce qu'il y a de la bonne dépense publique pour la santé, l'éducation, la sécurité, l'armée, de manière raisonnable, mais il faut le faire, parce que c'est totalement irresponsable d'avoir désarmé la France. Mais il faut aussi chasser la mauvaise dépense publique. Et ça, c'est un tabou aussi en France. Quid de la fraude sociale ? Quid de la fraude fiscale, des coûts de l'immigration, des coûts liés à l'Union européenne? On donne 20 milliards, on en récupère 13 chaque année seulement. Voilà des vraies économies à faire. Les coûts de la migration, comme vous savez, beaucoup de gens démontrent que parce qu'ils sont en France, les immigrés payent des cotisations sociales et que par conséquent, ils rapportent à la France. Alors si ça rapporte tant, oui, il y a une étude de l'Université de Lille qu'on nous ressort tout le temps. Il y en a beaucoup d'autres des études qui montrent l'inverse, mais ça on n'en parle pas. Je pense à M. Gourevitch par exemple. Mais c'est vrai que l'Université de Lille nous dit que ça rapporte 12 milliards d'euros par an. Eh bien alors doublons l'immigration, ça nous rapportera 24 milliards. Il faut être cohérent. Voilà. Sans aller jusque-là, on sait bien qu'il y a des métiers que ne font pas simplement les immigrés. Et que les Français depuis plus longtemps refusent de faire. Bien, vous voyez, moi je ne crois pas que les Français soient fainéants par nature. Moi je crois que ça c'est le discours du grand patronat qui nous dit n'augmentons pas les salaires et faisons venir l'immigration parce que ça nous permettra d'avoir toujours une main-d'œuvre de réserve pour maintenir les salaires très bas. C'est un dumping social. Bien sûr que c'est un ça. dumping. C'est une délocalisation à l'intérieur en quelque sorte. Tout ce qu'on ne peut pas délocaliser à l'extérieur, on le délocalise à l'intérieur grâce à l'immigration de masse. Eh bien ça c'est la vision de Nicolas Sarkozy, du Parti Socialiste et même de la CGT qui défend ce système-là, qui s'en fait complice. Eh bien nous disons stop. Il faut augmenter les salaires des travaux manuels et des travaux pénibles et vous verrez que les Français y viendront parce qu'on a 5 millions de chômeurs et qu'on a évidemment une main-d'œuvre disponible pour tout cela. À ce propos, il y a un volume d'immigration que vous fixez à ces 200 000 immigrés officiels par an. Vous fixez à combien ce seuil obligatoire d'immigration? Alors aujourd'hui, c'est passé effectivement à 200 000 étrangers légaux, sans compter les clandestins, sans compter même les mineurs, par an. Ça, c'est le bilan Sarkozy, c'est le record de la Ve République. Hein. C'est 80% de plus que sous Jospin. Les clandestins, on ne peut pas les compter par définition. Évidemment, mais il y en a beaucoup. Et c'est 80% de plus que sous Jospin. On va le réduire en 5 ans, progressivement, à 10 000 par an. C'est le quota que nous avons fixé, réservé essentiellement à des étudiants très brillants, très talentueux, ou quelques chercheurs ou artistes qui pourront faire rayonner la France. Une immigration économique, en quelque sorte. Des étudiants et une toute petite immigration économique sur les secteurs sur lesquels on ne trouve pas de Français pour le coup et qui peuvent apporter beaucoup à la France. En revanche, on arrête le regroupement familial et on arrête l'immigration économique qui ne sert à rien et qui vise finalement à augmenter le chômage. Le regroupement familial, c'est européen, donc on en revient toujours à la nécessité de sortir des traités européens. On peut faire des choses au niveau national tout de même, mais c'est vrai qu'il y a des dispositions européennes et également de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui oblige, les juges obligent au regroupement familial. Eh bien oui, nous reprendrons les manettes, effectivement. On n'oublie pas qu'on est la 5e puissance mondiale et que si on se dit qu'on ne peut rien faire, alors on ne fera jamais rien, on ira droit dans le mur. Mais ce n'est pas notre vision des choses. On est volontariste, nous. Une 5e puissance mondiale qui subit de plein fouet la crise, donc qui est affaiblie plutôt que... Et pour cause, puisqu'on ne veut rien changer. Donc on s'affaiblit, on ne cesse de s'affaiblir. Je vous signale que la Suède, par exemple, en 2003, par référendum, a refusé l'euro. Ils ont leur monnaie nationale, la couronne, là-bas en Suède. Et on leur a promis l'enfer à l'époque. Si vous votez contre l'euro, tout le monde, les syndicats, le patronat, la gauche, la droite, tout le monde disait si vous votez contre l'euro, ça sera le drame absolu pour la Suède. Bien, l'an dernier, la Suède a fait 4% de croissance, elle est en excédent budgétaire et elle est très contente d'avoir gardé sa couronne suédoise. Voilà, réarmons-nous dans la mondialisation par le protectionnisme, par tous les leviers d'un État stratège. Aidons nos petites entreprises qui créent l'emploi et vous verrez qu'on s'en sortira beaucoup mieux. Mais si on continue avec la gauche et la droite comme aujourd'hui, effectivement, on va dans le mur. Certes, le débat de sortie de l'euro est tabou en France, mais enfin, tout de même, il y a des gens à gauche comme à droite qui posent la question qu'est-ce qui vous sépare de Jean-Luc Mélenchon? Voilà. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon qui a voté oui à Maastricht en 92, avec une ardeur incroyable, et qui fustigeait le petit peuple danois, je le cite, parce qu'il avait osé voter non. Enfin bon, en 30 ans, on peut changer d'avis. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, il a passé 31 ans au Parti Socialiste. Il a tout fait. Il a été sénateur, il a été ministre sous Jospin, c'est-à-dire qu'il a contribué à un gouvernement qui a tout privatisé.
Et puis Jean-Luc Mélenchon, sur l'Europe, il n'est pas très clair. Hein. Sur l'euro, il nous dit c'est bien et c'est pas bien. On ne sait pas trop. C'est pas très clair. On voit bien aussi que sur l'immigration, il est du côté du grand patronat, parce que lui, il veut toute l'immigration du monde en France. Eh bien ça, c'est le projet du grand patronat. C'est exactement ce que réclame Madame Parizeau. D'ailleurs, Madame Parizeau, elle ne s'y trompe pas. C'est Marine Le Pen qu'elle attaque, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Le grand patronat ne s'y trompe pas, il sait très bien qui est l'ami des travailleurs. Non, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, c'est une imposture, c'est une petite bulle de campagne. Voilà, qui vous dure prend pas. peut-être des électeurs. Hein. Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt gênant pour François Hollande parce que Jean-Luc Mélenchon, il bénéficie aussi de la très mauvaise campagne de François Hollande qui ne dit rien, qui fait que des coups de com', comme les 75% par exemple en matière de fiscalité. Mais Jean-Luc Mélenchon, évidemment, il trouve un espace. Comme vous savez, la campagne est rythmée par les coups. Et de tous les côtés, y compris du vôtre. On est obligé de faire des coups, parce que sinon la presse ne vous retient pas, c'est ça? C'est bien dommage, mais je ne crois pas qu'on fasse de coups. Nous, on a présenté très tôt notre projet, les premiers, dès novembre 2011, parce qu'on veut laisser le temps aux Français de le connaître. On l'a mis en ligne de manière totalement transparente, on l'a chiffré. J'attends toujours la même chose des autres. Les autres, ils sont dans l'anathème, les petits coups, les petites bisbilles UMPPS, ou bien les coups de com', ou bien les 3 promesses par jour de Sarkozy, qui refait les mêmes promesses qu'en 2007, c'est vraiment pas crédible. Mais il n'y a rien sur le fond. Et puis Bayrou, lui, il a disparu, il ne dit plus rien. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle est sur une ligne cohérente, elle défend un projet, un cap pour la France. Monsieur Philippot, merci beaucoup. Merci à vous.